Salut tout le monde, bienvenue à ma petite chronique hebdomadaire de Paperman Chronique ou l'univers complètement fou BD de Paperman. Alors moi c'est Marc Gagnon de Paperman, je suis en direct toujours du Cégep de la Pocatière à la Bibliothèque François Hertel où je travaille et une fois par semaine j'ai décidé de faire une petite capsule pour vous parler BD. Alors, les nouveautés de BD que nous avons reçues à la bibliothèque ou tout simplement des séries coup de cœur que j'ai eues. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ce que nous avons reçu à la bibliothèque et je vais vous présenter également 3 BD que j'ai choisis au hasard à l'intérieur de la collection. 3 BD que j'ai lus, bien entendu, parce qu'idéalement, il faut les avoir lus. Alors, je vous rappelle que je suis en direct, alors il n'y aura pas d'effets spéciaux. Il n'y aura pas de petit montage vidéo, alors c'est sans filet, c'est moi et vous. Et comme d'habitude, je réponds à vos questions et à vos salutations en direct. Alors des fois, ça peut paraître confus, mais c'est pas grave, c'est comme ça que moi j'ai décidé de le faire. Alors Martin qui me dit salut, salut Martin. Alors Yann, salut Marc et joyeuse Pâques. Oui, c'est vrai, on s'en va à Pâques. Pourquoi je le fais aujourd'hui? Parce que demain c'est congé, alors c'est vendredi saint. Alors, je vais vous souhaiter à tous une joyeuse Pâques. Et puis, c'est pour ça que je l'ai fait jeudi. Et puis, à partir de la semaine prochaine, je vais recommencer à le faire vendredi. Alors, je vais commencer par vous parler des nouveautés que j'ai reçues à la bibliothèque, qui vont être disponibles bientôt. Et ensuite, je vous parlerai de 3 petites BD que j'ai sorties. Une BD sur Bilal, une BD sur Olivier Ledroit. Puis j'ai complété avec un truc sur Jodorowsky. Alors je me suis promené dans ma collection. Et puis j'ai sorti ces 3 magnifiques BD-là. Alors qu'est-ce que j'ai reçu de neuf à la bibliothèque François Hertel cette semaine? On a reçu ça ici. Au studio, excusez-moi, publié par Fronfoy. Juste ici. Seigneur de Saint-Roch. Encore, je vais lire la 4e de couverture parce que c'est intéressant. Un bail pour les elfes et leurs montres de vie nonchalants. Un bail pour unir les trolls, êtres de violence gratuite. Un bail pour les humains et leur agaçante proscratination. Un bail pour toutes les créatures à pattes à ailes ou avec ou sans magie. Un bail pour les unir tous dans la splendeur du nouveau Saint-Roch. Les unir. Alors, on voit qu'on fait une petite référence ici. Au niveau du 4e de couverture au poème de Lovecraft, de Tolkien, le fameux poème au niveau des bagues, au niveau des anneaux. Alors, c'est tout nouveau, ça vient juste de sortir. J'ai beaucoup hâte de voir, c'est Valmont qui fait ça avec Francis Desharnais. Alors, j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup ce que Fronfoy fait. Ils innovent beaucoup, ils vont donner beaucoup de chance aux auteurs de faire ce qu'ils veulent. Et puis, ça semble être quand même un genre de médiéval un petit peu héroïque, fantastique, mélangé avec le Québec, même, parce que le quartier Saint-Roch, tout ça. Alors, un petit peu de Tolkien à l'intérieur de tout ça. Ça a l'air également être un petit peu de comique. Très beau dessin noir et blanc. J'adore le dessin. Je vais vous le montrer ici. Et là, je ne l'ai pas lu. Ça, c'est des nouveautés. Alors, je ne l'ai pas lu. On voit qu'il n'y a pas c'est pas un découpage qui est conventionnel parce qu'on n'a pas de cases, on n'a pas de ligne qui va nous définir le sens de lecture. Alors déjà là, moi, ça me parle. J'aime beaucoup le jeu des lumières, le jeu des ombrages et tout ça, les petits détails au niveau du dessin. Alors ça me paraît excellent, ça me paraît très bien. C'est québécois. Alors moi déjà là, ça me touche, ça me parle. J'aime beaucoup la BD québécoise, surtout la BD québécoise qui va de genre. Hein. Je suis plus un amateur de BD de genre qu'un BD d'auteur. Alors moi, quand on vient me chercher, quand le Fronfoy ou Studio Lunac vient me chercher avec des BD de genre comme ça me touche. Tout en noir et blanc, effectivement, c'est tout en noir et blanc. Je suis en train de le vérifier parce que je le regarde avec vous. Alors c'est tout en noir et blanc, effectivement. Parce que c'est des très beaux dessins. J'ai hâte de voir. Ici, là, on peut voir le dessin, là, vraiment là, superbe. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la fille avec le marteau. Là. Moi, c'est le genre de dessin que j'aime, un peu caricatural, un peu gros, un petit peu comique également. Alors, ça me paraît très bien. Alors, je sais qu'il y a eu des bonnes critiques sur le fameux le Seigneur de Saint-Roch. Alors, c'est une belle nouveauté que nous, on a reçue, puis j'ai bien hâte de le lire. Un autre truc québécois qu'on a reçu, c'est Automne Rouge, juste ici.
C'est pour ça que vous le voyez bien. Hein? Automne rouge de André-Philippe Côté et de Richard Vallerand. Alors, la quatrième de couverture nous dit ceci. Je vous demande d'inventer un héros de chez nous. Votre héros pourra vivre dans le passé ou notre époque. Vous devez me décrire ses origines, son apparence, ses qualités et ses défauts. Alors ça, je sais vraiment pas c'est quoi. Tout ce que je sais, c'est que ça a été recommandé par le libraire. Alors moi, habituellement, quand je fais mes commandes, j'aime bien me fier au libraire. Ça me paraît très bien. Honnêtement, le dessin, vraiment, là, un beau dessin, là. Je ne sais pas si on pouvait le voir ici, là. Je trouve ça vraiment magnifique. Des belles couleurs, une belle coloration, un beau jeu, des expressions des yeux, tout ça, ça me paraît vraiment super bien. La première BT, style aquarelle, c'est rare. Non, c'est pas rare. La plupart des gens vont faire un crayonné, puis on va y aller avec un ancrage, mais souvent, au niveau de la coloration, c'est sûr que ça se fait de plus en plus par ordinateur, surtout par Photoshop, mais il y en a encore qui le font en aquarelle. Mais les Seigneurs de Saint-Roch, je ne sais pas comment il a été fait, s'il a été fait par ordinateur ou par crayonné, mais ça me semble être crayonné. Le style, mais il faudrait que je m'informe, honnêtement, il faudrait que je m'informe. Ici, on a vraiment une très très belle coloration, une très belle qualité de dessin ici. Le scénario, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. On l'a vu dans la quatrième de couverture. Alors, c'est tout nouveau. C'est les éditions de La Pastèque. La Pastèque, on le sait, c'est un éditeur majeur au niveau de la BD québécoise. Alors, c'est une belle acquisition. J'ai bien hâte de lire ça. Je vous en dirai plus quand je vais avoir fini de le lire. Bien entendu, à la bibliothèque, on commande toujours les bons vieux recueils de Spirou, qui est la base. Hein. Je veux dire, Spirou, c'est le franco-belge. Alors, c'est les pré-publications de ce qui vont sortir en album. Alors, nous, on les commande tous. On a toujours quelques mois de retard. Comme ça, c'est le dernier qu'on a ici au Québec. Alors, c'est du 2 décembre 2015 au 3 février 2016. Et on a toujours à l'intérieur des nouvelles BD qui sortent. Il y a également des coups de son qui se font à l'intérieur de Spirou. Des auteurs qui vont avoir leur première histoire dans Spirou. Fait que ça leur permet de se faire un peu les dents. Ça permet également d'avoir le pouls du public. Et on a toujours, bien entendu, les classiques comme Dad là, qui sort dans le Spirou et ensuite de ça va être publié en recueil. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, vous ne vous gênez pas. Ça me fait toujours plaisir. Alors, ça, c'est un classique. Alors, je pense que on doit avoir ça pour permettre à nos lecteurs de bien suivre l'actualité au niveau du franco-belge. Alors, j'aime bien ça. Alors, sur le dessus, pour les gens qui se demandent c'est qui, c'est Tamara. Alors, c'est une BD franco-belge Tamara que ça s'appelle. Alors, un très beau recueil. Lui, je me le garde pour la fin parce que c'est un petit bijou. C'est toujours québécois. Alors, c'est Lunac. Je vais en parler tout à l'heure. Ce que Lunac fait, j'adore ça. Le tome 2 de Turbo Kid qui est enfin arrivé. Alors, de Jake Dion et de RKSS qui sont les créateurs du film, qui sont derrière la BD également. Alors, quand on parle de Jake, on connaît son style, hein? Un style un peu déjanté. On peut voir ici la gestion des couleurs vraiment très très jolie. Alors, ça donne vraiment l'ambiance du monde dans lequel les personnages de Turbo Kid vivent. C'est vraiment une très belle BD. J'aime beaucoup le format. Hein? C'est vraiment le format comic book américain. Bien que j'aimerais qu'un jour, ils les ressortent en album, une fois qu'ils vont avoir terminé peut-être un genre de compilation en album. Et puis, on reconnaît le style de Jake Dion. On peut pas le cacher, ce style-là. Alors, c'est vraiment une belle BD. Le tome 1 était très bien. C'était un beau préquel au film. Maintenant, j'ai pas encore lu le tome 2. Alors, j'ai bien hâte de voir de ce que ça va à l'air. J'ai hâte de voir aussi s'il va y avoir un tome 3, un tome 4 ou un tome 5. On n'en sait rien, alors on l'espère. Alors, Turbo Kid, ça vient de sortir, Studio Lunac. Ça fait quand même un bout que c'est sorti, mais pouf! La BD, il était une fois dans une galaxie sur quand, je ne sais pas. J'ai pas de date de sortie officielle, mais je sais que le dessinateur, M. Sorel, est en train de travailler là-dessus. Alors, ça va sûrement sortir bientôt. Alors, je vais vous en donner une nouvelle. Puis après le petit live, je ferai une recherche pour savoir s'il y a une date officielle de sortie.
Vous le savez, j'ai un amour inconditionnel pour l'histoire secrète, j'en ai déjà parlé. On pensait que c'était fini avec le tome 32 parce que c'était comme une conclusion. Péco nous est revenu avec l'histoire de Jésus. Alors, le Messie blanc dans le 33 et qui termine avec le Messie noir au niveau 34. Alors ici, on apprend que Jésus est en fait a été créé a été créé par les archontes pour pouvoir l'utiliser dans le fond, parce que dans le fond, tout ce que les archontes font, c'est utiliser les gens à leur propre escient. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire secrète, le fameux Père Loup, au début, avait 5 ivoires. J'en avais déjà parlé sur le groupe BD de Stéphane. Il y avait une 5e ivoire qu'on ne savait pas c'était quoi. Et puis, à l'intérieur de ça, il en parle un petit peu de la 5e ivoire. Alors, je ne l'ai pas lu encore. J'ai bien hâte de voir où ce qu'ils vont nous amener. Mais c'était une période de l'histoire qui avait été skippée dans l'histoire secrète. Toute la période de... Il y avait la période de Moïse et tout ça, mais on avait complètement skippé la période de Jésus, l'Empire romain et tout ça. Alors, Péco revient un peu en arrière pour nous en parler. Alors, le 33 était vraiment le début de la construction, dans le fond, de la légende de Jésus, sa naissance et tout ça. Et le 34 va vraiment nous indiquer comment il va avoir une influence sur le monde de l'histoire secrète et surtout comment il va mourir, parce qu'on sait qu'il meurt dans l'histoire. Alors, comment ils vont amener ça? Comment Péco va réussir à garder tout le côté historique, mais en jouant un peu avec l'histoire? J'ai beaucoup hâte de lire ça. Alors, l'histoire secrète, c'est 34 volumes de bonheur. Moi, je l'ai toujours dit, c'est une de mes séries favorites. C'est chez Delcourt, collection série B. Alors, encore une fois, il fait affaire avec Kordec au niveau du dessin et de Desco. Alors, il semble avoir trouvé son dessinateur attitré en Cordev parce qu'il a changé, comme je l'avais expliqué, il a changé beaucoup de dessinateurs. Lui, je me le garde pour tantôt. Un truc que j'ai pris à la librairie, j'aime beaucoup avoir des BD historiques, des BD qui vont nous plonger dans l'histoire et qui vont nous présenter des personnages historiques. Alors ici, j'ai une magnifique BD publiée dans les arènes BD, qui est la jeunesse de Staline. Alors, la naissance d'un monstre, Moscou 1931. Alors que la nuit tombe sur le Gremlin, Staline dit à une secrétaire terrifiée le récit de sa jeunesse. Une effroyable confession qui vise à rétablir la vérité aux yeux de l'histoire. Sa vérité, bien entendu. Georgie, 1878, ses parents et amis l'appellent affectueusement Soso. Mais dans l'ombre grandit peu à peu celui qui deviendra l'un des plus grands dictateurs et criminels de l'histoire. Enfant rebelle, chef de gang, poète, séducteur, pilleur de banque, maître chanteur, forçat, assassin. Voici l'histoire d'un psychopathe et tueur de masse bientôt ici à la tête d'un empire. L'implacable assassination d'un personnage historique terrifiant. Alors la 4e de couverture nous donne un aperçu de ce que ça va être. On s'en doute là. Et ce qui est intéressant à l'intérieur de ça, c'est que les auteurs vont vraiment nous citer toutes les sources dans lesquelles ils vont avoir trouvé leurs informations pour bien construire le récit. Et là, on a un dessin qui est semi-réaliste, avec un beau découpage, un grain de dessin, un grain de couleur qui est quand même bien, selon moi. C'est sûr que là, avec l'écran et la caméra, ça donne pas justice au dessin, mais on a des beaux personnages qui sont bien montés. On a des bonnes scènes d'action. Ici, on a la scène de l'explosion. On voit tous les petits détails au niveau de l'explosion, les chevaux et tout ça. Alors, ça me paraît très bien. C'est surtout que ça va nous s'offrir d'en connaître un peu plus sur Staline. Alors, c'est toujours un plus quand la BD peut nous divertir, mais quand la BD peut également nous enseigner. Alors, moi, je trouve ça très bien. Et ça a l'air très bien monté, puis ça a l'air être très bien fait aussi au niveau histoire. Alors, je suis très content d'avoir cette BD-là, mais j'ai très hâte de la lire. Alors, Nain. Ça, je me suis fait un peu tenter par mon ami Constantino Noël, qui est un de mes libraires à la bibliothèque. Parce que quand tu achetais le tome 6, tu avais le tome 1 avec un gâteau. Donc, il me reste le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5 à acheter. Mais bon, j'ai eu beaucoup de bons commentaires sur cette série-là. C'est publié aux éditions Soleil avec Jarry et Gou.
On peut lire la 4e de couverture qui nous dit « Redwing de la Forge, Ulrog aurait dû devenir un seigneur de l'ordre de la Forge. » On sait que les nains, dans la mythologie, habituellement, sont des grands forgerons. Peut-être même le plus grand d'entre eux. Son savoir et la puissance de sa magie runique étaient devenus légendaires, avant qu'il choisisse de se retirer et de ne plus jamais forger aucune arme. Il fut méprisé, rejeté et finalement oublié. Les années passèrent et Ulrog eut un fils, Redwing. Donc, le Redwing, qui est le personnage principal, à qui il tenta d'inculquer un art qui n'était pas destiné à la destruction, mais à la vie. Redwing, humilié depuis toujours par ceux qu'il considérait son père comme un lâche et avide de prendre sa revanche. Contre la volonté de Ulrog, il décide alors de devenir seigneur des runes, le plus grand maître forgeron et maître combattant de son ordre. Alors on voit que le personnage va vraiment changer de côté. Il ne respectera pas la décision de son père. Alors, on tombe ici dans probablement du médiéval fantastique. Je dis probablement parce que je ne connais pas ça. Alors pour moi, c'est vraiment nouveau. Et puis, j'aime beaucoup le dessin. Je ne suis pas un amateur de nains en particulier dans les récits de mythologie, mais je sais que c'est toujours pas évident avec la caméra et tout ça, mais je suis limité avec ça. J'aime beaucoup le dessin. Le dessin semble quand même assez bien. C'est sûr qu'on va mettre les personnages un peu plus gros parce que c'est des nains, donc on va jouer avec la proportion et tout ça. Une belle coloration. On joue beaucoup avec les détails également des armes. Les armes ont l'air bien. Au niveau des runes aussi. Alors, on voit les détails des villes juste ici. Là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là. Alors, des nains sans barbe, j'imagine que c'est parce qu'ils sont petits. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas vieux, parce que oui, effectivement, il y en a avec des barbes. J'imagine que c'est une autre famille. Mais majoritairement, ils ont des barbes, mais peut-être que Redwing, le personnage principal, qui est sur le dessus ici, là, en a une. Alors, j'imagine que ça doit avoir probablement une incidence. Puis ce que j'aime beaucoup à l'intérieur des tomes comme ça, c'est que souvent on a des cahiers graphiques à l'intérieur de la BD qui vont vraiment nous expliquer toute la conception des personnages, toutes les étapes de la conception. Ça, j'aime ça, parce que ça nous donne vraiment ça nous donne vraiment comment les dessinateurs et les scénaristes travaillent au niveau des personnages, au niveau des décors et tout ça. Alors, de où est-ce que ça part et de où est-ce que ça finit. Alors, des fois, ça nous donne vraiment une belle impression. Alors, ça me semble très bien, mais j'avais eu des très bons commentaires. Chez Soleil, on sait que c'est chez Soleil, donc ça va être principalement du fantastique, parce que Soleil se spécialise dans le fantastique. Alors, habituellement, ils font du bon stock Soleil. C'est rare qu'ils font des trucs qui ne sont pas bien. Alors, le tome 1 qui est ici, il est encore disponible à la librairie. Hein. Si vous allez en librairie, vous allez avoir si vous achetez le tome 6, vous allez avoir le tome 1 gratuit. Alors, j'ai bien hâte de lire ça. J'ai eu plein de commentaires. Naim a l'air vraiment bien. Oui, Michael, ça a l'air vraiment bien. Honnête, ça a l'air bien. Bien que je ne suis pas un amateur de nains, ça a l'air excellent. Le dessin, j'en ai parlé. Fais attention au nouveau dessinateur de Dungeons & Dragons. Je pourrais pas te dire. Tu parles du jeu de rôle, je sais pas. C'est quoi le nouveau style de dessin? Simon qui nous dit salut Simon. Je prends les dessins du tome 6 ici. On voit quand même qu'il y a une petite évolution au niveau des détails, au niveau des armures et tout ça. Là. Mais ça, c'est normal, hein, parce que les dessinateurs, ils vont vraiment partir d'un tome 1, puis ils vont évoluer dans leur dessin, dans leur création. Alors, ça me paraît quand même assez bien. Ça, je ne sais pas si j'en avais parlé. Je pense que oui. Ces trois-là, j'en avais déjà parlé. Oui, ça, j'en avais déjà parlé, ces trois-là. Tome 4 du Métabaron qui vient d'arriver à la bibliothèque. Alors, Métabaron étant le plus redoutable guerrier de l'univers qui est connu, à lui seul, il a mis l'Empire à genoux. Depuis lors, des doutes l'ont assailli. Quel est le sens d'une existence vouée à la mort et à la destruction? Sa quête pour retrouver son humanité perdue va le rendre vulnérable à de nouveaux adversaires. Simac, le transhumain, est l'un d'eux. Alors, on le sait que... Salut Mike, bonne fin de journée, à toi aussi. On le sait qu'ils vont par paire de deux. Même scénariste qui est Jerry Friesen pour toute la série. Et puis, on roule sur des dessinateurs différents. Alors, Valentin Séchard a fait le tome 1, le tome 2. Nico Henrik Kuhn, je ne sais pas si je le prononce bien, a fait le tome 3, le tome 4.
Et j'en ai déjà parlé, c'est deux styles complètement différents, mais c'est deux styles qui s'adaptent très bien à la science-fiction. Valentin a un dessin plus précis au niveau des visages, au niveau des émotions et tout ça. Nico travaille très bien au niveau je trouve qu'il travaille très bien au niveau du personnage, au niveau des corps et tout ça. Et ça se voit dans l'histoire également. Et puis, on tombe vraiment dans un méta-baron plus humain. Alors, dans le tome 3 et dans le tome 4, alors il retrouve effectivement une partie de cette humanité-là qu'il perd, mais en retrouvant l'humanité, il perd également une partie de ses pouvoirs qui le rend invulnérable. C'est encore un badass, il est encore invulnérable, mais un petit peu moins. Un tout petit peu moins. Et bien entendu que le tome 6 qui va tomber dans le cycle 3 et va être repris par Valentin Séchard qui est en train de travailler sur la couverture du tome 6. Alors on a bien hâte de voir ça. Je termine mes nouveautés avec ma plus belle nouveauté que j'ai eue. Old Man Logan, Marvel Deluxe, Panini Comics. Je vous l'ai dit, Panini Comics sont en train de traduire tout ce que Marvel fait. Alors, non seulement il traduit pratiquement mois à mois ce que Marvel sort en fascicule, en comics, mais ils sont en train de reprendre également tous les grands arcs narratifs de Marvel et les traduire. Et ils le font de façon magistrale, très très bien traduit. Alors, Old Man Logan, on le sait tous, c'est vraiment une BD extraordinaire, une aventure qui se passe dans un autre monde, une autre dimension. Dans le fond, c'est comme une timeline parallèle où on va comprendre que Logan a liquidé pratiquement tous les X-Men. Je suis en train de spoiler, là. Si je spoil, dites-moi les, là. Puis je vais arrêter, là. Mais en tout cas, bref, Logan fait le ménage et c'est très comique parce que c'est Mysterio qui va le jouer qui va aller jouer dans sa tête et tout ça. Le Mysterio qui est probablement le méchant le plus faible physiquement, que Logan il le cassera en deux comme une brindille. C'est lui qui va l'amener à liquider tout le monde. Et à partir de là, on va se projeter 50 ans dans le futur où il y a beaucoup de héros qui sont disparus. Alors on va avoir un Logan qui n'a pas sorti ses griffes depuis 50 ans, qui est vraiment sa petite famille, sa petite vie, bien rangée. Et bien entendu, il va avoir un élément déclencheur avec la gang des Hulk qui va faire en sorte qu'il va partir sur un road trip avec son pote Hawkeye. Et ça va finir, bien entendu, dans un bain de sang. Et là, c'est clairement dit dans un bain de sang. Qu'est-ce que je peux dire sur Old Man Logan? Je peux dire ça. Ça veut tout dire. Old Man Logan, c'est le Logan. C'est ce qu'on voulait voir. C'est ce qu'on a pensé voir dans le film, c'est ce qu'on n'a pas vu. Mark Millar, on le sait tous, c'est un grand scénariste. Puis Stephen McNiven au dessin fait un job extraordinaire. Une coloration, un découpage, des détails. C'est du lourd. C'est une histoire qui n'est pas jojo, c'est pas une histoire qui est pour les enfants. C'est extrêmement violent. Alors c'est un monde qui est extrêmement violent à l'intérieur de ça. Et puis Logan, il va essayer de sauver sa famille et ça ne fonctionnera pas. Alors c'est vraiment une très très belle BD. C'est un très très bon arc narratif de Marvel. Alors c'est dans les BD récentes de Marvel, c'est vraiment une des meilleures histoires qu'ils ont faites. Alors, quand on a Wolverine, habituellement, ça fait des bonnes histoires. En BD. Pas au cinéma. Mais ça, c'est mon avis personnel. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, ça ne me dérange pas. Ça ne me gêne pas. Moi, j'assume ce que je dis. Je n'ai pas aimé Logan, même si le monde dit que je suis un schtroumpf-grognon. Ça, c'est les nouveautés que j'ai reçues à la bibliothèque qui vont être disponibles bientôt. Maintenant, je suis allé me promener dans la bibliothèque et puis j'ai choisi 3 BD qui m'ont sauté d'en face. Et puis ça me tente de vous en parler. Alors ici j'ai un truc quand même assez vieux. Je vous dirais que ça date, je me souviens bien, des années 90, 96 pour être plus précis, aux Humanoïdes Associés, qui est Mémoire d'autres temps, histoire courte de 71 à 81. Alors à l'intérieur de tout ça, on a 19 histoires d'Enki Bilal. Enki Bilal, on le connaît pour la trilogie Nicopole, La Foire aux Immortels, La Femme Piégée et Le Froid Équateur. Et à l'intérieur de cette BD-là,
c'est vraiment ses débuts. Alors, on a vraiment une compilation des débuts d'Enki Bilal au niveau dessinateur, au niveau scénariste. Il va également faire il va faire équipe avec d'autres scénaristes également à l'intérieur de ça. Et c'est toutes des petites histoires un peu mélangées. Certaines sont très Lovecraftiennes, d'autres sont plus au niveau de l'espace. Certaines sont plus contemporaines. On voit vraiment le dessin de Enki Bilal qui commençait à se placer, à s'ancrer. On n'a pas toute l'utilisation de la couleur qui va devenir vraiment comme son fait d'arme, qui va devenir comme sa marque. Et puis, on voit quand même tout le talent que Enki Bilal avait quand il a commencé. Alors, c'est pas un hasard qui est devenu ce qui est devenu aujourd'hui, vraiment un maître du dessin. Et puis, à l'intérieur de ça, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 19 petites histoires. Alors, je peux vous les nommer. Il y a le bol maudit, à tire d'aile, le bol maudit qui est apparu en 72. Alors, en 72, là, on tombe vraiment au début de tout de l'aventure de Bilal dans Spirou. Dans Pilote, je m'excuse. Mais il a été publié dans Spirou aussi. Je me souviens plus, il faudrait que je fasse une recherche. Alors, bref, il y a le bol maudit, qui était à l'origine publié dans Pilote. La tire d'aile, il y a Omnibulus, La chose à venir de Big Space Opera, sur un scénario de Otomachi. Il y a Ciel de nuit, Le mutant, Bien mal acquis, sur un scénario de Linus. Une planète pour chaque macrobien, sur une analyse de Jean-Pierre Dionnet. Alors, on a Omnibus pour Vega, toujours avec Dionnet. Fermez le volet et ouvrez l'œil. Crux Universalis Eternity Road, qui est apparu dans Métal Hurlant. Alors, on sait que Métal Hurlant, ça a été vraiment comme une plateforme pour les gens qui ont voulu un peu se détacher du côté plus humoristique, plus grand public du franco-belge. Là, on parle vraiment de Moebius qui a parti ça avec d'autres collaborateurs pour vraiment faire de la BD qui est plus éclatée, plus fantastique. Alors, Bilal est tombé là-dedans assez rapidement. Alors, il y a Bon anniversaire, il y a Odieux, John Lennon, La mort pensionnaire sur un scénario de Dominique Grange. Il y a Métropole qui était paru dans le journal Libération. C'était le fun parce qu'on voit vraiment tout son historique. Mondovision, La surprise du chef. Alors, ça, c'est vraiment un truc qui est le fun parce que on a vraiment le début de Bilal. On a vraiment toute sa pensée, tout comment il va fonctionner. On voit ici que son style, on le voit son style, là, on le reconnaît. Là. On n'a pas les couleurs comme je l'ai dit tantôt, là, mais son style de dessin, on le voit. Là. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure que ça faisait très Lovecraftien, quand tu viens de traiter avec l'envoyé de Yog-Sothoth, alors, je pense qu'on ne peut pas avoir plus que ça, le maître de l'horreur indicible et des démons innommables, sache que dans ce poil, il t'ouvre les portes des abîmes les plus effrayants, et qu'un jour lointain, à l'art de la destruction et du mal, il t'initiera. Tu es damné, garçon, et par ton arc tu renies ta race et prends ma succession. Alors, on a vraiment des histoires fantastiques. On a vraiment des histoires qui vont jouer sur le côté psychologique des personnages et tout ça. Beaucoup onirique également. Ça se voit dans le dessin magnifique de Bilal. Alors, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein? Bilal, c'est vraiment un maître. C'est vraiment un monstre sacré de la BD. Et puis, regardez, là, je ne sais pas si vous voyez bien ici, là. C'est magnifique. Et on tombe aussi dans du noir et blanc. On sait que Bilal a travaillé beaucoup dans le noir et blanc ici. Regardez. Et ça, on a vraiment un petit peu le style de Moebius aussi. Là. On voit vraiment l'influence que Moebius a eue également. Alors ça, c'est un beau recueil. C'est pas un recueil qui est facile à trouver. C'est un recueil qui, normalement, je pense pas qu'il soit encore disponible, mais ça peut être disponible dans les bibliothèques, comme ici à la bibliothèque François Hertel. Alors, moi, quelquefois, j'ai rien à lire, je prends ça. Puis même si je l'ai déjà lu, il y a des petites histoires que je vais relire, puis il y a des trucs que je n'avais pas vus dans le dessin, parce qu'il y a beaucoup de détails au niveau du dessin. Alors, c'est une belle découverte. Je tombe sur un truc qui date, excusez-moi, qui date des années 2000 à peu près. Plus que ça, c'est en 84, en 90, fin des années 90. Juste après les chroniques de la Lune Noire, on le sait qu'Olivier Ledroit a cessé de dessiner les chroniques et que c'est, mon Dieu, c'est qui a repris les chroniques de la Lune Noire? C'est pas un Pointet.
Et, entre-temps, il a fait cette série-là, qui s'appelle Xoko. Et là, je peux vous lire la 4e de couverture. Alors, New York 1929, un tueur en série terrorise la ville et l'enquête policière piétine. Les chargés de l'affaire ne savent plus quelle piste suivre. Celle d'un détraqué qui tue par folie ou celle d'un homme se livrant à des sacrifices rituels. Ou peut-être bien les deux à la fois. Xoko est un thriller fantastique haletant en 2 cycles. Les 2 premiers volets sont mis en image par le virtuose Olivier Ledroit et ça a été repris pour les 2 autres histoires par Christophe Palma, qui a su donner une suite à cette histoire terrifiante. Effectivement, c'est séparé en deux cycles, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Le tome 1 et le tome 2 est beaucoup plus basé au niveau de l'histoire, au niveau de la recherche policière. On a vraiment, ici, encore une fois, un style très, très influencé par Lovecraft, au niveau des personnages, au niveau de toute l'ambiance, toute oppressante, les vérités qu'on ne connaît pas. Il va jouer vraiment avec des anciennes puissances qui sont qui arrivent. C'est vraiment très, très fantastique, Lovecraft. Et dans le tome 2, on est tombé sur un peu plus d'action. Alors là, on a plus vraiment le combat dans le cycle 2, là, on a plus vraiment combat. Wow, je reconnais l'œuvre de... Oui, tu le reconnais, effectivement. Je vais vous montrer des dessins. Mais, différemment aux Chroniques de la Lune Noire, je crois que cette série-là est vraiment faite sur ce qu'on appelle là, de la couleur directe. Là. Alors, c'est vraiment un style qui s'est donné pour cette série-là. Puis, il n'a jamais refait après ça ce style-là au niveau de la BD. Alors, c'est pour ça que quand ça a sorti, ça avait vraiment comme créé un genre de buzz. Parce que le droit, il y a vraiment... je pense que c'est une de ses plus belles œuvres au niveau du dessin. Il s'est vraiment surpassé. Puis, par contre, comme je le disais, le crash entre la 2e cycle, ça fait quand même, tant au niveau de l'histoire qu'au niveau du dessin. Là, vous voyez la différence. C'est la différence au niveau de l'ambiance, au niveau des couleurs, c'est beaucoup plus clair. C'est moins sombre au niveau de les personnages et tout ça. Il y a vraiment, on sent la coupure entre le droit et Palma. Pas que Palma n'a pas bien fait son travail, au contraire, il a bien dessiné. Puis le scénariste a vraiment décidé d'y aller plus action. Mais je pense que le tome 1 et le tome 2 donnent vraiment le petit côté là, Lovecraft à cette histoire-là. Le côté spécial, le côté fantastique, une très très belle série. Alors ça, c'est quand même assez facile à trouver. Ça, c'est des intégrales. Les intégrales datent quand même, c'est pas très, très vieux, là. 2008. Normalement, ça devrait être encore disponible. C'est aux éditions du Vent d'Ouest. Alors, ça devrait normalement être disponible si vous allez en bibliothèque, vous allez à votre libraire. C'est quand même des trucs qui sont disponibles. C'est pas des trucs non plus qui sont très dispendieux. C'est 46 $ pour avoir deux BD. Alors, c'est pas très, très dispendieux. Alors, moi, j'ai bien adoré ça. C'est sûr que c'est pas à la portée de tous. Tu peux pas faire lire ça, malgré ce que les gens disent, à un enfant de 5 ans ou de 7 ans. Ça dépend pour les enfants. OK, on s'entend là-dessus. C'est pour les adultes. Oui, des BD pour adultes, ça se peut. Il y a des BD popcorn aussi, comme Marvel font. Hein? C'est important aussi de bien mettre les choses en place. Hein? Les Avengers des années 80, là, quand tu lis ça, pas révolutionner l'histoire. Hein? C'était popcorn. Popcorn, ça veut dire que c'était grand public. Un peu comme les films, grand public. C'était ma petite montée de lait tranquille. Je ne sais pas si ça a apparu. Là. Je terminerai avec la passion de Dio Samande. Les enfants de Dio Samande. Alors, je lis la 4e de couverture. C'est de Alexandro Jodorowsky et de Gall. Alors, Jean-Claude Gall, qui est décédé malheureusement en 1994, appartient au club très fermé des auteurs de bandes dessinées pouvant se permettre de passer des années à peaufiner des albums rares et précieux. Amateur éclairé, il fit partie très tôt des premiers promoteurs en France de la bande dessinée comme le 9e art. Il est logique qu'il adhère dès l'origine à la formidable aventure pionnière du magazine Métal Hurlant. J'en ai parlé tout à l'heure de Métal Hurlant, hein, en 1975. Il dessine alors les récits d'un père fondateur des Humanoïdes Associés, qui est Jean-Pierre Dionnet. Jean-Pierre Dionnet, je vous en ai parlé tout à l'heure aussi,
Il a fait beaucoup de trucs avec Bilal dans le recueil. Alors Jean-Pierre Dionnet, c'était quelqu'un qui a fondé également les Humanoïdes Associés, qui était dans Métal Hurlant. Alors on parle de l'âge d'or de la BD dite adulte, franco-belge, avec Moebius, Dionnet, tous ces grands-là, qui étaient les armes du conquérant, puis la Sega Arne. Des livres mettant en scène une antiquité imaginaire dans un noir et blanc d'une méticulosité extraordinaire, au point qu'il paraissait impossible d'imaginer son univers sculpté dans l'ombre et la lumière, soudain paré des éblouissements de la quadrichromie. C'est pourtant le défi qu'Alexandro Jodorowsky lui lança. Il lui écrivait une histoire flamboyante et tragique à la seule condition que Jean-Claude Gall se mette à la couleur, indispensable pour coucher sur le papier les visions de créateur de Lincoln. Il faut savoir que Gall, lui, ne dessinait qu'en noir et blanc. Et à l'époque, quand Jodorowsky est venu avec cette histoire-là, il a dit « Moi, je veux que ça soit toi, mais on tombe couleur. » Ainsi naquit La Passion de Dio Samande, chef-d'œuvre commencé en 87 et publié en 92. Une suite était prévue, Les Enfants de Dio Samande, les planches dessinées par Jean-Claude Gall, reproduites intégralement dans ce volume avec de nombreux suppléments, montrent qu'il avait encore franchi un seuil dans la maîtrise et l'enrichissement de son art, laissant à ses lecteurs une sorte de regret qui procure une grande symphonie inachevée, parce qu'il n'a malheureusement pas pu le terminer au niveau de son histoire. Alors, bien entendu, quand on parle de Jodorowsky, c'est du fantastique. Et c'est l'histoire de la reine Dio Samande qui va essayer de trouver une personne qui est digne d'elle comme mère. Il faut savoir que Dio Samande, c'est une grande guerrière, c'est la reine d'une cité extrêmement violente qui n'a pas son égal. Et puis, à chaque période, tous les guerriers de la place vont se réunir pour se combattre, et le dernier qui va avoir survécu va avoir le droit de coucher avec la magnifique Dio Samande. Alors, je vais vous la montrer pour montrer qu'elle est magnifique, là. J'en ai un instant. Je vais essayer de vous montrer une planche de dessin. Alors là, ici, là, on tombe vraiment dans du dessin extraordinaire. Okay? On a un niveau de précision des détails absolument génial. Je veux dire, j'ai rarement vu, je sais pas si je le tourne comme ça, j'ai rarement vu un dessin aussi précis que ce dessin-là. Tant au niveau des personnages qu'au niveau des détails, au niveau de l'ombre, du jeu de l'ombre et de la lumière, au niveau de la chaleur, on ressent tous les éléments de la planche, on le ressent. Les femmes sont extrêmement belles, sont désirables à l'intérieur de cette BD-là. Gall a réussi à nous les rendre absolument désirables. Les guerriers sont absolument violents. Oui, c'est le cas. Metal Hurlant, la version américaine d'Heavy Metal, ainsi que les films animés, ont formé ma passion pour la BD. Je suis un gros fan de Bisley, Bilal, Moebius, Jodorowsky, Jimenez. Qui ne l'est pas, Simon? Qui ne l'est pas? Je veux dire, qui n'est pas fan de Bilal, de Moebius, de Jimenez? Oui, alors je disais que on regarde cette BD-là, il n'y a pas énormément de texte. Gall, un vrai Robert Redfield, ben oui. Okay. Celle-là, je vais l'oublier, Stéphane. On ressent toute la chaleur de cette BD-là, la chaleur des scènes. C'est rare qu'on est aussi immergé dans une BD que cette BD-là. Alors, Gall avait ce pouvoir-là au niveau du dessin. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien au niveau du dessin ici. Là. Je veux dire, c'est extraordinaire. Bien entendu, c'est cru, c'est violent, c'est très sexuel. C'est du Jodorowsky. On s'entend que Jodorowsky, on connaît son style. Regardez la précision de chaque détail au niveau des genres de monolithes en arrière. Là. Toutes les petites, tout est fait, là, tout est pensé. Le découpage de la planche, on voit que ce n'est pas un découpage qui est conventionnel, c'est vraiment un découpage qui a été fait spécifiquement pour ce style de BD-là. Alors ça, on a vraiment une BD qui est magnifique. Je sais que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Et d'ailleurs, c'est quand même pas, c'est pas récent, c'est quand même assez difficile à trouver. Je pense que c'est encore disponible en librairie. Et puis,
vous devriez normalement être capable de trouver cette BD-là. En tout cas, je l'espère. Hein. Et puis, je vais essayer de vous montrer à la fin. Vraiment super. Mais oui, c'est vraiment super beau. À la fin, on a vraiment le magnifique cahier graphique de l'atelier de Gall. Alors, moi, je ne suis pas dessinateur. Hein. Je sais que Simon est dessinateur. Moi, je ne suis pas dessinateur, donc j'en ai aucune connaissance là-dedans. Mais moi, quand je vois ça comme ça, quand je vois des croquis comme ça, quand je vois la précision du travail, je ne sais pas si vous le voyez bien, au niveau du crayonné, la face ici, là, au niveau du crayonné, là, regardez ça. Là. Moi, je me dis que ça doit être bon. Parce que je regarde ça et je me dis, même si moi, je ne suis pas un dessinateur, je vois l'éléphant, regardez l'éléphant. La précision de l'éléphant, la précision des détails, l'armure, toutes Ah, c'est quoi? C'est vraiment une BD à lire. Une BD à lire pour l'histoire, parce que c'est Jodorowsky. On sait que Jodorowsky fait toujours des histoires magnifiques. Il faut aimer le style, bien entendu, parce que c'est pas tout le monde qui aime le style de Jodorowsky. Mais c'est une BD qui se lit par les yeux. Et souvent, j'ai dit qu'il y a des gens qui sont capables de nous exprimer ce qu'ils veulent dire par le dessin. Un Gall en est un. Gall est capable clairement de nous expliquer, de nous dire toutes les émotions des personnages seulement dans le dessin. Il pourrait ne pas avoir de texte et on comprendrait l'histoire quand même. Parce que c'est tellement bien dessiné. Moi, la précision des planches, les découpages qui commençaient, tout le travail à faire dans une BD, là, avant d'arriver au produit fini, là, avant d'arriver à ça, là, il y a du travail, là. Je dis, il y a énormément de travail, puis Simon pourrait nous le dire, hein, c'est pas évident, là. C'est une image au milieu, oui, effectivement. C'est pas évident. Puis, si vous avez la chance de trouver ça, ça c'est le tome 1, le tome 2. Je ne sais pas s'ils en ont fait un autre, malheureusement. Je sais qu'ils étaient censés en faire un autre. Pas très cher, 36 $. Je pense que c'est encore disponible. Pas besoin d'être dessinateur, de savoir qu'il est beau. C'est comme la nourriture, le beau, c'est pas une question de goût, c'est un fait. Ouais, mais, oui, mais les dessinateurs, des fois, sont capables de nous pister sur aussi des trucs qu'on connaît moins un peu, là. Tu sais, je veux dire, moi, je n'ai pas la technique pour découvrir ça. C'est intéressant parce que au début, comme je vous l'ai dit, il y a un combat qui se fait pour les deux guerriers. Puis les deux guerriers, il en reste deux pour pouvoir avoir la chance de coucher avec la reine. On serait prêt à tuer pour ça. Et puis les deux vont s'entretuer. Juste au moment où le dernier arrive avec la tête. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, la fameuse planche. Là. Il arrive avec la tête de son dernier concurrent. Fait que la reine dit, viens, je suis à toi. Puis pouf, il meurt parce qu'il a été poignardé dans le dos juste avant de tuer l'autre adversaire. Fait que c'est... Et bien entendu, ben, la reine, vu qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, elle va aller dans la rue. Et puis elle va assouvir ses besoins et tous les tuer parce que c'est la plus grande guerrière de cet univers-là. Alors c'est vraiment une très, 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 très belle BD. Essayez de vous trouver ça. Humanoïde associé, encore une fois. Alors, on ne peut pas trouver mieux. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter des bons congés de Pâques. On va se revoir vendredi prochain. Pour les gens qui sont dans le coin de la Pocatière, je vous rappelle que le 19 et le 20, on a une exposition interactive et en réalité augmentée sur Star Trek, sur les innovations technologiques que Star Trek a amenées. Alors, ça va être très intéressant. Alors, si vous venez nous faire un petit tour au cégep de la Pocatière, vous êtes les bienvenus. Puis, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter bonne lecture pendant votre congé de Pâques et bonne BD. À la prochaine!